Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette conférence sur le choix des gammes selon leur résistance au stress hydrique, présentée par Olivier Fouché, paysagiste conseil au bureau d'études et d'expertise florisage par Astredor. Donc Olivier, je te laisse la parole. Merci, tiens, je te prends le micro. Bonjour ou rebonjour à certains ceux et celles que j'ai vus ce matin. Le thème a un petit peu changé, je vais m'adapter. Bienvenue à tous déjà. L'idée aujourd'hui, c'est de travailler sur la gamme de plantes adaptées au stress hydrique. Je vais tout de suite vous décevoir parce que vous ne partirez pas d'ici avec une liste de plantes qui conviendra pour chez vous. Bah oui, je sais, vous étiez venu pour ça. Mais par contre, j'espère que vous repartirez d'ici avec des idées un peu plus précises et puis surtout des questions parce que c'est ça qui nous fait tous avancer. Pour commencer d'abord, je ne l'ai pas fait ce matin et j'ai promis que je le ferai cet après-midi, vous expliquer un peu quel est mon travail, parce que d'où je parle et sur qui je peux m'appuyer pour parler. Je ne suis pas tout seul. Et je fais partie d'une structure, un institut technique du végétal qui s'appelle Astrodor. Astrodor travaille, comme vous pouvez le voir là, sur toute la filière du paysage et du végétal, du producteur jusqu'au consommateur, en passant évidemment par les paysagistes, mais aussi les distributeurs, les producteurs de végétaux, etc. Et comment on travaille avec toute cette filière du végétal? On travaille sur deux thématiques principales, la recherche et l'innovation d'un côté, et le transfert, c'est-à-dire l'accompagnement et l'expertise de l'autre. Recherche-innovation, ça veut dire mettre en place des expérimentations partout en France, je reviendrai à ça tout à l'heure, autour du végétal toujours, mais ça peut concerner les substrats, ça peut concerner les modes d'irrigation, les LED, l'éclairage, les palettes végétales, un tas de choses. Je vais essayer de parler fort parce qu'il y a beaucoup de bruit autour, je suis désolé. Et donc ça, on le fait dans toutes nos stations et on le fait aussi bien pour des recherches publiques que privées, c'est-à-dire des entreprises ou des producteurs ou même des entreprises de paysage. Ça, on est amené à le faire et à donc générer de la donnée. Et cette donnée-là, on la restitue sous forme de transfert, d'accompagnement. Et c'est en partie mon travail d'aller chercher la donnée où elle est, celle qu'on génère par l'expérimentation, et la transformer en conseils et en outils paysagers et en formation aussi. Et pour ça, on est plusieurs structures partout en France. Et ça, pour le végétal, c'est intéressant parce que ça nous permet d'avoir une palette d'autant plus large en termes de biotopes, etc., au travers de tout le territoire sur plusieurs stations. Je ne vais pas vous faire la retape, je ne vais pas m'attarder trop là-dessus, mais quand même, c'est important de savoir où est-ce qu'on est. Et ensuite, il faut pouvoir s'attaquer donc aux plantes. C'est un sujet qu'on travaille depuis longtemps maintenant. Parce que le stress hydrique chez les plantes, c'est pas récent. Ça l'est de plus en plus. On en a parlé beaucoup ce matin avec Robin sur la situation hydrique en France. J'aimerais juste faire un petit complément par rapport à ce qu'on a dit ce matin. Oui, il y a de la sécheresse, mais il y a aussi des excès d'eau. Donc faire attention, tempérer un petit peu, c'est pas aller chercher, j'y reviendrai tout à l'heure, des plantes qui résistent à la sécheresse, d'accord. Mais il faut aussi qu'elles supportent les excès d'eau. Ça, c'est des questions qui vont revenir assez régulièrement. Avant de commencer sur chacune de mes conférences, je commence par un peu un b.a.-ba, un rappel des choses. Et pour ça, alors, vous n'avez pas de bons yeux, moi non plus. En tout cas, c'est peut-être trop petit pour aujourd'hui. Je pensais avoir un écran un peu plus grand. Je voulais simplement vous faire remarquer que vous vous rappelez que les plantes sont de formidables châteaux d'eau. Elles n'ont pas besoin de mécanique, elles n'ont pas besoin de cœur pour puiser l'eau dans le sol, faire remonter cette eau jusque leurs feuilles, la transpirer, c'est-à-dire la transpiration qui fait que l'eau monte. Donc ce sont des machines qui sont des êtres vivants, des êtres vivants qui sont assez fantastiques. J'avais fait un petit calcul, un séquoia est capable de faire monter de 4 mètres de haut 1 mètre cube d'eau en 1 heure. Je ne sais pas si nous, avec notre petit seau, on arriverait à monter de 4 mètres 1 mètre cube d'eau à l'heure. Et tout ça simplement avec la force de la capillarité, d'accord, et simplement aussi par le fait qu'il transpire. Il perd de l'eau par ses stomates, ses feuilles, ou ses aiguilles pour un séquoia. Et cette eau, comme il y a un déficit hydrique, monte au fur et à mesure dans les branches, dans le tronc, dans les racines, et est épuisée ensuite dans le sol. Donc, pourquoi je vous parle de ça? C'est parce qu'il faut aussi comprendre comment la plante souffre quand il y a du stress, quand il y a un manque d'eau principalement. Une fois qu'on sait ça, qu'il y a cette circulation de l'eau dans l'arbre, il faut s'imaginer que dans l'arbre, il va y avoir un flux tendu d'eau.
Alors, j'ai été longtemps grimpeur élagueur et j'avais quelques clients qui me posaient des questions assez simples et qui me disaient « Ah, il doit bien y avoir une branche qui est reliée à une racine. Donc pour chaque racine, il y a un tuyau qui monte et qui va jusqu'en haut de la branche, jusqu'à la feuille. » C'était l'image que les gens se faisaient. Comme nous, nos vaisseaux sanguins. Chez les plantes, on est bien d'accord que ce n'est pas du tout la même chose. C'est un ensemble de vaisseaux qui communiquent les uns avec les autres et l'eau passe son temps à passer d'un vaisseau à l'autre. Mais ça n'empêche qu'il y a quand même une tension hydrique. Il y a quand même une tension qui fait que ce fil d'eau reste tendu. D'accord ? Et le problème avec les stress hydriques, eh bien, c'est quand ce fil d'eau se rompt. C'est-à-dire que je vous ai dit que ça partait de la transpiration. Eh bien, quand il fait trop chaud, l'information qui doit normalement remonter des racines jusqu'aux feuilles pour dire aux feuilles arrêtez de transpirer, fermez vos stomates, elle n'est pas immédiate. C'est un flux électrique, mais c'est un flux, ce qu'on appellerait mathématique. Il faut suffisamment d'informations simultanées pour que les feuilles se mettent à fermer leurs stomates. Et parfois, cette information, elle n'arrive pas au bon moment, pas assez vite. Résultat, les feuilles continuent de transpirer et le flux d'eau n'est pas assez puissant, il n'y a pas assez d'eau qui monte. Imaginez un élastique sur lequel on va tirer, et au bout d'un moment, l'élastique se rompt. Alors, ça ne fait pas un grand splotch, mais ça en fait un petit quand même chez les branches. Ce qui se passe, c'est que quand il se rompt, une bulle d'air se crée dans ce fil d'eau. Et cette bulle d'air, quand elle se crée, elle dilate le vaisseau, et elle risque de provoquer des ruptures. Alors, c'est des mini, alors je vais parler un peu pour nous, si vous voulez un peu comparer, à des sortes de mini-anévrismes. Qui pourraient en fait, ce qu'on appelle aussi des embolies, qui sont assez anecdotiques, point par point, c'est assez anecdotique, sauf qu'ils se passent la plupart du temps toujours à peu près au même endroit, au niveau de l'aisselle des branches, juste à l'insertion. Et ça vous est peut-être déjà arrivé, en tout cas moi en tant qu'élagueur, en 2003 ça m'est arrivé, au moment de la canicule, la première grosse canicule de 2003, à 6 h du soir, dans l'Anjou, les branches de marronnier tombaient, toutes seules, pas de vent, d'accord. Une branche de 10 cm de circonférence tombe comme ça, à 6 h du soir. Pourquoi ? Parce que ça fait plusieurs jours qu'il fait chaud, plusieurs jours qu'à 6 h du soir, il y a une remontée d'eau. Il y a eu ces problèmes de capillarité, de tension, et je vais y arriver, excusez-moi, d'embolie gazeuse. Et toutes ces micro-fractures se sont accumulées au niveau de l'aisselle de la branche. Et à 6 h du soir, quand l'eau remonte, elle vient perturber à nouveau ces vaisseaux et fracturer ces vaisseaux, et la branche tombe. Alors, ça y est, je vous fais peur. L'arbre ne tombera pas entier, c'est local, et en plus les coupes, les fractures, ce qu'on appelle les fractures céramiques, sont relativement saines pour la plante. C'est une façon aussi pour elle de s'alléger, de se protéger. D'accord ? Ne voyez pas ça comme c'est un stress, mais il y a aussi certains avantages à ce stress-là pour la plante. Donc il y a ce phénomène-là d'embolie gazeuse qui peut provoquer ce risque-là chez les végétaux. C'est une chose à connaître. Ensuite, il y a, et ça par contre vous l'avez tous vu, le phénomène de ce que j'appellerais moi de coup de soleil. D'accord ? Là, la plante n'y peut rien. Elle a fermé ses stomates, mais la lumière est toujours trop puissante et continue à impacter les feuilles. Résultat, on a l'impression d'être en automne alors qu'on est peut-être au mois de juillet. D'accord ? Mais encore une fois, j'en parlais avec des producteurs de végétaux, notamment de fruitiers, et c'est pas grave du tout. On fait de la taille en verre, les plantes savent très bien perdre tout leur système foliaire, c'est pas un problème, et c'est même une défense pour elles. D'accord ? Elles passent en dormance, un peu violemment, je vous l'accorde, mais elles passent quand même en dormance. Et par contre, ce que peuvent créer ces phénomènes de sécheresse, ce sont des fentes de sécheresse. On connaît tous et toutes les fentes, les gélures d'hiver. Et bien, figurez-vous que même la chaleur peut créer des fentes de sécheresse comme ça dans les troncs. Ça peut être vous pourrez le reconstater chez certains arbres, ou même arbustes. Ça, c'est encore une trace de stress chez la plante. Un stress beaucoup plus discret, si vous le voyez, vous m'appelez, c'est les mutations génétiques. C'est un des thèmes de recherche qui commence à remonter de plus en plus, l'épigénétique chez les végétaux. Et on a constaté qu'effectivement, localement, chez une plante, il peut y avoir certaines mutations. Et ces mutations peuvent potentiellement se transmettre aux descendances. Donc c'est ce qui est étudié par exemple en ce moment pas mal sur le peuplier à l'INRA, l'épigénétique liée à la sécheresse sur les populations. Et ça c'est assez intéressant parce que c'est pas un stress direct, c'est une réponse à une situation de stress hydrique,
Et cette réponse, elle peut être très variée d'une plante à l'autre. Donc ces mutations ponctuelles, on les recherche en fait, parce que ça nous offre une biodiversité nouvelle. Voilà. Mais bon, on n'en est qu'au début, hein, les plantes, on ne les connaît pas encore très très bien. Et puis il y a des stress qui sont indirects. Là, je vous ai parlé du stress pour la plante, mais il faut aussi parler du stress qui est indirect, qui est lié en fait simplement à ce changement climatique, à ce stress hydrique. Et je ne peux pas parler de stress sans parler de ravageurs et de maladies. Une plante qui est mâle est forcément plus sensible à un champignon, à un insecte. Et ces insectes profitent aussi de cette sécheresse, peuvent se déplacer beaucoup plus facilement. Alors là, j'ai pris une photo assez simple hein, de chenilles processionnaires, pardon. Mais on a cette migration nouvelle de ravageurs et de maladies. Alors je ne pourrais pas tous vous les citer, mais ces migrations sont de plus en plus fortes. Les fragilités liées au stress sont de plus en plus fortes. Et en plus, on est là pour agrémenter le tout, je dirais, pour augmenter ce parasitisme. Je suis jardinier et je me considère comme le plus grand vecteur de maladies que puisse avoir la nature. D'accord ? Pour exemple, le tigre du platane, s'il a traversé la France entière, eh ben, c'est pas tout seul. Voilà. C'est grâce à l'homme qu'il a réussi à traverser la France entière en moins de 6 mois. Et donc on est vraiment vecteur de ça, il faut s'en rendre compte par rapport aux maladies. Surtout quand on a des plantes stressées, pour y revenir. Et puis une autre réponse, c'est une réponse géographique de la part des plantes. Donc là, c'est pas direct, c'est la migration. Quand une plante est stressée, elle ne survit pas. Et sa population entière ne survit pas. Et donc, elle a tendance à se déplacer géographiquement dans le temps. C'est long, c'est lent. Là, j'ai une amie qui travaille au Monde et ils avaient édité un super article là-dessus, sur la migration des différentes populations forestières en France. Il est toujours en ligne, hein, vous pourriez y avoir accès, il est très bien. Ils avaient étudié le pin, et je mettrai le hêtre tout à l'heure, le pin maritime. Et donc là, on se rend compte que pour l'instant, le pin maritime, en 2020, il est essentiellement en Méditerranée, sur la côte atlantique et un peu dans le Cotentin. D'accord ? Et pour ceux qui sont au fond, je tiens juste à leur faire remarquer qu'en fait, en 2100, il aura atteint toute la Normandie, tout le Cotentin, même le Pas-de-Calais et la Bretagne. Et là, je mets un bémol. On est ici en paysage, pas en gestion forestière. Et j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure. Ce ne sont que des projections. Des projections par rapport à un climat qu'on projette aussi. Donc, on émet une hypothèse. Et là, je tiens à sonner une légère sonnette d'alarme en disant « c'est très bien, je fais confiance complètement au GIEC, mais il ne faut pas que ça m'affole. » Parce que si on se projette dans l'avenir avec ces données-là, on va avoir tendance à accélérer cet avenir. On est nous-mêmes acteurs de cet avenir. Et si je me mets à planter des pins maritimes en Normandie sous prétexte qu'en 2100, il y aura des pins maritimes en Normandie, mais si je le fais maintenant, est-ce que j'ai raison ou pas ? Je n'ai pas la réponse. Et dans l'hésitation, l'abstention. Parce que ça, c'est une projection naturelle, spontanée. Et j'aimerais bien qu'on fasse la différence entre les deux. Rien ne vous empêche de le faire, vous êtes complètement libre. D'accord ? Mais sur cette idée-là, gardez-la en tête sur cette migration de population. Est-ce qu'il faut l'accélérer ou pas ? Ça, c'est une autre question. D'accord ? Surtout en tant que nous, paysagistes et jardiniers. Pour le hêtre, c'est un peu la même chose, ça fait très peur. On travaille en ce moment, moi je travaille un petit peu avec des collectivités normandes qui sont un petit peu affolées parce qu'en Normandie, il y a quand même pas mal il y a les clos masures qui sont faits à base de hêtres essentiellement. C'est un patrimoine qui est très intense à garder. Et on se rend compte qu'en 2100, ça sera peau de chagrin, hein, les hêtres en Normandie. Et ça, pour le coup, on va perdre cette population-là. Je tiens aussi à faire une remarque par rapport à ces potentielles migrations. C'est que c'est pas précis. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus du tout de hêtres en Normandie. D'accord ? Ça veut dire qu'il y aura peut-être des hêtres différents. Et ça veut dire aussi peut-être que certains endroits garderont leur hêtre parce que le biotope reste tel quel. Parce qu'il est adapté. D'accord ? Il ne faut pas être manichéen dans cette histoire-là. Il faut savoir reconnaître les biotopes, savoir connaître ces plantes et se dire que potentiellement, elles auront la capacité de s'adapter par endroit. D'accord ? Même si effectivement les modèles mathématiques ne sont pas forcément rassurants. Alors, par rapport à tout ça, on se pose une question. C'est quoi la caractéristique d'une plante robuste ?
Et j'ai fait exprès d'utiliser le terme robuste. Je vais prendre le temps un peu d'expliquer pourquoi. Parce qu'il y a un terme qui est utilisé tout le temps en ce moment, qui est le terme... Allez-y. Quelqu'un a l'idée du terme que utilise beaucoup? Merci. Résilience. Et c'est un collègue à moi, quelqu'un que j'ai rencontré à Nantes il y a peu de temps, qui vient de Bruxelles, avec qui j'ai eu une super discussion, qui m'a dit, mais en fait, le terme résilience, on se trompe. C'est très politiquement correct, mais ça ne veut pas dire ce qui se passe exactement. La résilience, c'est la réponse suite à une crise. La réponse d'une population suite à une crise. Mais le changement climatique n'est pas une crise. Ou alors, dans 10 000 ans, on pourra parler de crise climatique, parce que ça sera bien fini pour de bon. Mais le changement climatique n'est pas prêt de terminer, on n'est pas sorti de la crise. Et puis quelle crise? Une crise écologique, climatique, économique, sociale? On n'en sait rien. Et pour les plantes, on ne sait même pas quelle crise c'est. Et comme elle n'est pas terminée, on ne peut pas parler de résilience pour l'instant. D'accord? Donc c'est une idée, vous pouvez ne pas être d'accord avec cette idée-là, mais je préfère parler de robustesse plutôt que de résilience. Ça voudrait dire que la crise est derrière nous, et ce n'est pas vrai. Et donc, qu'est-ce que c'est comme caractéristique une plante robuste? Eh ben voilà, je suis désolé pour le paysagiste à qui j'ai piqué la photo sur son site internet, mais ça rejoint exactement ce que je citais tout à l'heure. C'est un olivier, en l'occurrence, on est dans le Languedoc, donc pourquoi pas. Sauf que cette photo-là, j'aurais pu la prendre en Normandie, en Île-de-France, en Alsace, dans le Pas-de-Calais. J'aurais pu la prendre partout en France, cette photo-là. D'accord? Et c'est ça qui est embêtant. C'est que si je prends cette photo-là et que j'écoute un paysagiste me dire « Ok, c'est une plante qui résiste à la sécheresse, je l'ai installée avec un paillage qui permet d'éviter l'évapotranspiration du sol, et comme ça me permet aussi de végétaliser une terrasse. » Ok, son argumentaire est bon. Sauf que cet olivier tout seul au milieu du jardin, dans le Pas-de-Calais, est-ce qu'il a une résilience, une robustesse, excusez-moi, suffisante? Certainement. Mais est-ce qu'il communique avec les autres plantes? Est-ce qu'il y a une dynamique écologique? Est-ce qu'autour de lui, il va dynamiser le sol? Ça, c'est moins sûr. En plus, le paillage, j'ai fait exprès de choisir un paillage minéral, hein, histoire de bien enfoncer le clou. Hein. Donc, l'origine géographique des plantes est importante. C'est-à-dire que se poser la question de est-ce qu'on ne va pas un peu trop vite? Est-ce que dans ma région, je n'ai pas des plantes qui sont déjà adaptées, qui répondent à ces critères-là? D'accord? Et justement, est-ce que ces plantes-là, avant de mettre une végétale en place, nous, par exemple, on se pose toujours la question de ce que j'appelle, moi, la résonance avec la biocénose, la résonance avec le système écologique. On l'a évoqué ce matin. Est-ce que la plante va être en contact avec une trame brune, une trame bleue, une trame verte? Voilà. Et si c'est dans un jardin privé, est-ce qu'elle va rendre d'autres services que ce simple service que de résister à la sécheresse? Voilà. Donc, si on ne connaît pas les conséquences d'une plante, de son installation, eh ben, c'est qu'on on n'a pas encore bien travaillé sa gamme végétale. Et puis, je vous ai dit tout à l'heure, en intro, que l'idée de cette conférence, c'était pas de vous donner des solutions, mais de soulever des questions. Moi, j'en soulève maintenant, et vous aurez peut-être des questions à me soulever tout à l'heure. C'est par les questions qu'on avance. C'est bien joli de vouloir chercher des plantes résistantes à la sécheresse. Et bien souvent, on me demande dans mon travail, de mettre en place des listes de plantes. Sauf que, je vous l'ai dit, il faut que j'aille sur place. Il faut que je voie le site avant de pouvoir répondre. Il faut qu'on le comprenne ensemble. Et surtout, il faut répondre à des questions bien précises avant. Est-ce que cette plante-là va bénéficier d'arrosage ou pas? Ça paraît évident, mais quelle va être la fréquence d'arrosage? Est-ce que dans une situation de sécheresse, la plante tient, mais est-ce qu'elle va fleurir? Est-ce qu'elle va avoir une qualité ornementale comme je le souhaite? Ça aussi, c'est une question, parce qu'on trouve des plantes tout à fait résistantes, mais sont-elles vraiment esthétiques? Moi, je suis jardinier et j'aime les plantes esthétiques, qu'elles soient de toute origine. Et parfois, ce n'est pas forcément le cas en situation de stress. Où trouver les données? Aïe, 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 ça c'est le plus difficile. Et en fait, c'est le plus facile parce que tout est à portée de main. Mais il faut savoir où chercher. J'ai promis à Benjamin que je parlerais de Floriscope aujourd'hui, donc je vais vous en parler. On a une base de données de plus de 16 000 plantes, éditée par Plantécité, qui est sur Internet, et qui nous aide à retrouver quand même pas mal de critères sur les plantes
pas forcément leur résistance à la sécheresse, mais au moins leur exposition, toute leur écologie, et ça permet de bien cibler les choses. On a aussi les actions du CEREMA, le projet Sésame, qui est en cours de développement, et qui, lui, par contre, va critérier énormément les plantes en fonction de leur résistance au stress, ou du moins leur capacité à résister à une sécheresse, avec différents critères, et leur gros travail, c'est de critérier tout ça. Je reviens sur l'olivier, planter des végétaux méditerranéens et de milieux secs, d'accord, mais ça ne marche pas partout. En Normandie, un olivier, il ne va pas être très content. Est-ce qu'on reste sur de la plante indigène ou de la plante domestique? Ça aussi, c'est une question. D'accord. Les mots que j'emploie là sont importants. J'ai eu du mal à trouver le terme de plante domestique. Et je suis prêt à en discuter avec vous. Mais en tout cas, ce que j'appelle plantes domestiques, ce sont les plantes qui ont été sélectionnées, dont les espèces ont été sélectionnées par l'homme sur plusieurs générations, plusieurs années, même centaines d'années. Et dont l'usage est purement humain. Et ce que j'appelle plantes indigènes, ce sont des plantes qui peuvent être domestiques, puisqu'elles sont produites aussi, il ne faut pas vous tromper. Elles peuvent correspondre à un biotope local, elles peuvent correspondre à une région, prélevées dans l'environnement, mais dès qu'un producteur les multiplie, ça devient une plante horticole. Soyons bien d'accord là-dessus. Donc l'origine de la plante est importante, je m'arrêterai un petit peu plus dessus tout à l'heure. Et quel type de plante? On a tendance à vouloir planter trop d'arbres. Alors que certains arbustes rendent tout à fait les mêmes services que les arbres. Et ensuite se pose la question de l'entretien à long terme ou à moyen terme. Donc vous voyez, pour répondre à la sécheresse, aux questions de la sécheresse, souvent, en fait, on ne prend que la face immergée de l'iceberg. On se dit, quelle plante va résister à la sécheresse? Point barre. Mais on n'a pas pris tout le contexte calé autour de la plante. Et malgré tout, c'est ce qu'il faudrait faire. Alors après, suivant vos priorités, je dirais, ça va vraiment dépendre des priorités que vous allez mettre en place. C'est-à-dire qu'il va falloir vous poser la question de qu'est-ce que veut mon client, dans quel type de jardin je suis, et quels résultats j'attends. Et vous posez ces questions-là. L'idée ensuite, c'est donc, vous l'avez compris, de régionaliser la réponse. De créer une dentelle, alors j'appelais moi plutôt ça en fait des points d'acupuncture. C'est-à-dire que quand on arrive dans un lieu, c'est très compliqué d'appréhender un paysage et une écologie entière sur tout un espace. Par contre, on peut déterminer des points d'acupuncture, des endroits qui sont tout à fait caractéristiques de l'espace. Et prendre cet endroit, bien le connaître, et déterminer sur cet endroit-là les plantes qui sont les plus adaptées. Et plus on aura de points d'acupuncture dans un paysage donné, plus on aura de palettes végétales différentes, et plus on pourra adapter ces palettes végétales en fonction des besoins qu'on a. Et c'est ce prisme qu'on prend en prenant le stress hydrique ou le besoin en eau, c'est une façon d'entrer dans ces points d'acupuncture. On peut partir par là. Donc, je vais justement par rapport à ça, avant de passer sur la diapo suivante, je vais aussi tirer une autre petite sonnette d'alarme, c'est que les plantes ne sont pas, c'est marqué, d'ailleurs c'est ma première phrase, les plantes ne sont pas des couteaux suisses. Vous ne pouvez pas demander à une plante de tout faire. Et pourtant, c'est régulièrement ce qu'on me demande dans mon métier. Ah, il faudrait que la plante participe à un îlot de fraîcheur. Il faudrait qu'elle augmente la biodiversité. Il faudrait qu'elle abrite des auxiliaires. Il faudrait qu'elle soit allélopathique pour empêcher que ça pousse au pied. Et il faudrait qu'elle ait peu d'entretien et qu'elle pousse pas très vite et qu'en plus qu'elle fleurisse tout l'été et qu'elle fasse pas des gros fruits parce que ça tâche par terre. À peu près ça. Et encore, il y en a des exigences derrière. Ça fait beaucoup. Donc vous ne trompez pas sur le couteau suisse, il faut organiser ses priorités. Moi, ma conférence aujourd'hui, c'est sur le stress hydrique. Mais vous voyez, souvent, vous le savez, vous le vivez tous les jours, on vous demande plein de choses pour une même plante ou une gamme de plantes. Ce n'est pas forcément toujours évident. Quel va être l'usage de mon aménagement? Ça, c'est, je dirais, presque une des premières questions. Il va servir à quoi mon espace? C'est un jardin privé, il va servir à la détente. C'est un parc public, il va servir au social, il va accueillir de la culture. Il va au contraire être en résonance avec une écologie proche. Voilà. Quel va être l'usage, ce qu'on va nous y faire? Je vous l'ai dit, je suis jardinier. Je ne suis pas écologue ou naturaliste, ou je ne vis pas dans la nature. Je travaille dans des endroits où l'homme intervient. Et la première question, c'est on va être le médiateur entre l'homme et la plante. Je n'ai pas dit la nature, l'homme et la plante. Et je pense que pour nous tous, jardiniers, c'est ce rôle-là qu'il faut replacer.
Donc se poser la question pour nous de savoir ce qu'on veut de l'espace, c'est la moindre des choses. Parce qu'ensuite, si on sait bien ce qu'on veut, on saura trouver les plantes adaptées à cet espace. Souvent, on part du stress et on se pose pas la question de ce qu'on veut faire de l'espace. Voilà. La taille de l'aménagement est important aussi. C'est-à-dire que tout à l'heure, j'ai parlé de plantes indigènes, de plantes qui pouvaient effectivement résister au stress. C'est sur un petit jardin, on arrive à faire des aménagements, mais ils ne seront pas du tout les mêmes que sur un grand parc. Les réponses au stress, nous on fait en expérimentation des expérimentations sur des petits sites, des fois des parcelles de 3 mètres carrés, même pas 1 mètre carré parfois. Et on étudie le stress sur cette surface-là. Et quelques paysagistes, quelques jardiniers ou même d'autres experts nous disent mais c'est hors sol. Ça ne correspond pas à la réalité. Moi, cette plante-là, je vais la mettre sur 1000 mètres carrés. Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir comment ça se passe? Eh bien, nous, on est en hors-sol et on connaît la base de la plante. Après, sur site, il faut faire d'autres expérimentations. Et c'est ce qu'on fait aussi, parfois, sur demande. Donc, la taille de l'aménagement, sa résonance entre les végétaux est importante. J'en ai parlé avec Robin ce matin. Plus on est capable de mettre de végétaux à différentes hauteurs, de différentes strates, plus on a de résonance, plus on a d'équilibre, en fait. Et donc, moins on a de stress. Une plante toute seule, c'est comme vous en plein désert, quoi. Vous souffrez. Mais vous êtes plusieurs, vous pouvez porter plus d'eau. Et donc, vous souffrez un peu moins. Et vous vous déplacez plus vite. C'est pareil pour les plantes. Je l'ai un peu dit, mais qui est amené à en profiter de ces plantes-là? Est-ce que c'est simplement un particulier, la société? C'est important simplement au niveau social, mais je considère que souvent, quand on met des plantes qui résistent à la sécheresse, vous avez tendance à vouloir médiatiser ces plantes-là, à vouloir communiquer dessus. Et donc, c'est important de communiquer, ça nous aide dans notre métier, c'est ce que je fais maintenant, tout le temps. Donc, qui va profiter de ces plantes-là et comment, donc, à qui vous allez vous adresser pour parler de la chose? Et puis, faut connaître aussi l'orientation d'entretien. J'en ai un peu parlé tout à l'heure, mais vous connaissez tous et toutes certainement la gestion différenciée. C'est-à-dire, est-ce que mon site fait partie de la gestion différenciée? Quel va être le niveau d'entretien de mon site? Parce que si je mets une plante qui est très résistante à la sécheresse, mais qui demande beaucoup d'entretien derrière, de taille, de désherbage, voilà, ça peut être assez compliqué. Ah, en plus, on a de la musique. Bon. Ça va. Vous voulez que je parle plus fort, peut-être? Non, ça va? L'ingé son est très bon, merci. Donc l'orientation est importante de l'entretien et bien le connaître avant de mettre sa plante. Y a-t-il une proximité avec les corridors? Je vous en ai parlé tout à l'heure, je ne vais pas me rallonger dessus. Et où trouver toutes ces réponses-là? Eh bien, avec les différentes institutions. Je ne suis pas venu ici qu'avec la casquette Astre d'Or, je suis venu aussi ici avec des réseaux. Je travaille avec des CAUE, je travaille avec Plantes et Cités, je travaille avec l'UNEP, je travaille avec plein de structures, les conservatoires botaniques nationaux. Il faut vous rapprocher en fait de toutes ces structures-là, des gens qui savent. Il y a de la donnée, mais en quantité astronomique. Tout ce qu'il faut, c'est trouver une porte d'entrée et demander à cette porte d'entrée d'aller chercher ailleurs. Je vous assure que c'est... moi, j'étais jardinier à la base et j'ai trouvé ce filon-là et je trouve ça vraiment passionnant. Voilà, donc je le mets là. Qui peut nous aider à trouver les réponses? Les chambres d'agriculture qui font des chartes d'achat locales, qui vont vous aider à bien connaître les plantes et à vous faire rencontrer les producteurs. Ça, c'est important. Depuis que j'ai commencé ce métier de paysagiste conseil, je vais voir les producteurs et ils m'apprennent un tas de choses sur les plantes. Ils connaissent très bien leurs végétaux et ils connaissent les végétaux adaptés au site. Donc les producteurs, je les ai cités, les fédérations, UNEP évidemment, c'est vos jardiniers, ils savent. Tout à l'heure j'ai croisé une entreprise qui m'a dit est-ce que je peux vous apporter de la donnée? Moi j'arrête pas de collecter de la donnée sur les plantes, sur ce qui marche, etc. Est-ce que je peux y participer? Oui, évidemment. Verdir avec les producteurs, évidemment. La FFP, c'est important parce que ce sont eux qui font les stratégies végétales. Les paysagistes concepteurs, ce sont eux qui font les listes de plantes que vous, jardiniers, devez planter derrière. Donc c'est important qu'ils se tiennent un peu informés et ils sont vraiment sensibles à ça. C'est une belle démarche qu'ils ont commencé à faire. Et puis, si jamais dans votre région, vous avez des groupes interprofessionnels qui se créent, c'est en train de se faire, n'hésitez pas à rentrer en contact avec eux, parce que pour le coup, c'est jackpot, vous touchez tout le monde d'un coup. Ortis, la FFP, Verdir, UNEP, et ça c'est très bien parce que vous avez de la donnée assez facilement, ou du moins vous pouvez générer des projets, et c'est ce qui compte aussi en partie dans mon métier. Et puis évidemment, après, de la donnée, vous en avez chez les instituts, nous, l'INRA, Plantes et Cités, etc.
Donc pas hésiter à rentrer en contact avec ces institutions-là. On en a de la donnée et on peut en faire pour vous. On peut en générer sur demande. Voilà. Et je dirais que en plus de ça, je vais revenir sur ce matin pour ceux qui n'étaient pas là ce matin. Il faut faire créer tout l'environnement général de la plante. Ah bah c'est très bien, je suis impeccable. Je vais revenir un tout petit peu, dire planter une plante qui résiste au stress, très bien. Mais encore une fois, peut-être qu'il faut aussi se concentrer sur l'aménagement qui va avec. On a évoqué un petit peu ce matin la conception différenciée, en plus de la gestion différenciée. Et concevoir un jardin, à toute échelle, hein, je parle du petit jardin comme du grand parc, c'est aussi envisager l'eau dans le jardin et sa gestion elle-même. Donc, vous voyez qu'en fait, la réponse, elle n'est pas forcément systématique, elle n'est pas toute trouvée, elle est polyvalente. D'accord ? Pour vous donner un ordre d'idée un petit peu sur des recherches qu'on peut mener, et surtout des résultats, hein, parce que c'est ça que vous êtes venus chercher, en ce moment même, pas loin d'ici, sur la station à Brinda, à Aura, à Stredor, on a un programme végétadin de parcelles qui en fait étudie alors là vous avez trop petit, hein, mais vous aurez accès au diaporama plus tard, qui étudie en fait des mélanges, des cortèges de plantes entre elles sur différents protocoles, avec différentes strates, et on étudie en fait ces mélanges de plantes, on les compare les uns aux autres. Et on compare leur résistance au stress, la façon dont ils vont se coloniser, se concurrencer, et l'aspect esthétique aussi. Et à chaque fois, ce sont des mélanges qui ont été composés par rapport au stress hydrique. Et ça, c'est une expérimentation qui a commencé maintenant, donc vous n'aurez pas les données, mais dans 2 ans, vous les aurez. Mais vous pouvez toujours venir à la station et puis rencontrer les expérimentateurs, ils pourront vous donner des informations, ils adorent ça. On a d'autres programmes aussi, je pourrais m'étaler des heures, mais l'idée c'est que vous compreniez qu'on travaille un petit peu dans ce domaine-là. VDECO, c'est un programme, c'est ce petit programme-là, mais en fait c'est juste des petits carrés, mais ça s'étend aussi dans les villes et un petit peu partout. C'est bien joli de vouloir faire pousser des plantes en ville, mais c'est bien de se poser la question aussi de savoir dans quel sol elles poussent. Et on s'est posé la question de savoir si on arrivait à faire pousser des plantes dans du bitume et du béton. On n'a rien inventé, hein, c'est l'atelier, c'est Wagon Landscaping qui avait commencé ça il y a une quinzaine d'années, un bureau d'études. Et en fait, on a rebondi un petit peu sur leurs travaux et on a essayé d'expérimenter ça. Ça marche plutôt pas mal. On a 25 plantes maintenant et peut-être maintenant une quarantaine l'année prochaine qui sont vraiment adaptées à pousser dans du bitume et du béton. Arbre urbain, c'est pareil. On a travaillé avec les producteurs. Et on s'est posé la question de savoir si en ville, les arbres sont stressés. Les producteurs élèvent très bien leurs plantes. Ils les doudoutent. Sauf que quand on les amène en ville, elles sont sujettes au stress hydrique. Elles sont sujettes à des substrats et des sols qui sont difficiles pour elles. Donc ça sert à quoi de les doudouter avant, en fait ? Est-ce qu'on ne pourrait pas les stresser avant, quand elles sont petites, et qu'elles apprennent ce stress-là ? Parce que les plantes ont une mémoire. Et donc on a étudié le fait de les faire pousser dans des mélanges déjà stressants chez les producteurs. Donc, et ça marche plutôt pas mal. Voilà, on a des climat-vèges, on a des traçabilité des végétaux et des travaux. On essaye de développer un tas d'expérimentations sur justement ces résistances. Alors, je vous ai cité que les résistances au stress. Hein. Je crois que la base de données, on est de l'ordre de 4000 expérimentations. Je ne pourrais pas toutes vous les citer aujourd'hui. Elles ne sont pas toutes en plus sur ce domaine-là. Mais c'était pour vous donner un petit peu un exemple. Excusez-moi. Voilà. Je crois que je suis au bout. Ah oui. J'espère que vous avez compris en fait que je ne pouvais pas vous donner de réponse aujourd'hui, mais qu'il y a des pistes en fait sur lesquelles partir, des pistes à suivre. La principale, et je l'ai un peu dit ce matin, c'est de communiquer entre nous. Quand je suis arrivé chez Astrodor, je me suis rendu que c'était une de mes premières fois. Avant, j'ai eu plein d'autres vies, mais dans le végétal. Et c'est la première fois que j'avais contact avec toute la filière du végétal que je vous ai montré tout à l'heure. Les producteurs, les paysagistes, les collectivités, les bureaux d'études. Et on est plusieurs dans cette filière-là à se rendre compte qu'il faut qu'on communique entre nous. Il faut qu'on arrive à trouver des langages communs. C'est pour ça que je vous ai parlé sémantique tout à l'heure. Hein. Le choix des mots est vraiment important parce qu'il faut qu'on parle tous et toutes le même langage. Parce qu'il y a des enjeux forts, oui. Mais c'est à nous de fixer la priorité de ces enjeux. J'ai voulu mettre le doigt aujourd'hui sur le stress hydrique, mais il y en a plein d'autres. Donc voilà. Maintenant, c'est le moment de partager un petit peu ensemble et que vous me disiez si j'ai eu tort ou pas, ou si j'ai pas soulevé toutes les questions.
Merci à vous. Oui, bonjour, je viens de Normandie. Et ce que je voudrais aussi souligner, Olivier me connaît bien, donc voilà. Ce que je voudrais souligner, c'est surtout planter. Ça peut sembler compliqué, mais vous pouvez vous tromper dans vos plantations, peu importe, mais planter et aller aussi vers les producteurs, comme Olivier vous l'a dit. Ils connaissent bien le territoire, ils savent comment ça se passe, ils ont des retours de leurs clients. Donc ça sera aussi beaucoup plus facile de trouver des gammes qui correspondent à vos territoires. Mais surtout planter, vous avez le droit à l'erreur. Et il faut, voilà. Faut surtout pas oublier le végétal dans nos aménagements, quels qu'ils soient. Merci Françoise. J'ai été si pressé que ça, il n'y a aucune question. Même pas forcément des questions, mais des remarques. Je vous préviens, je vais vous garder encore là 5 minutes. Oui, bonjour. Vous parlez beaucoup de programmes où on va tester des nouvelles choses, mais qu'en est-il d'analyser ce qui s'était fait aussi avant? Parce que là, quand on parle de cortège floral, il y a quand même eu des cartes de végétation dans les années 70 avec des espèces. Il y a les cartes du CNRS aussi qui existent. Et sur la gestion de l'eau, ça fait le lien avec ce dont vous parliez ce matin, mais il y a aussi tout ce qui est permaculture. J'ai pas encore entendu le mot. Alors c'est vrai qu'on en parle pour le jardinage, mais quelque part c'est aussi les cercles virtueux. Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand on commence une expérimentation, on fait une biblio. Donc on regarde vraiment tout ce qui a été produit dans la thématique de l'expérimentation. Donc des fois ces biblios-là, ça dépend de la sensibilité aussi de l'appel à projet qu'on va mettre en place, qu'on va aller chercher. Je sens que vous avez envie de m'emmener vers tout ce qui est un peu, je ne vais pas dire alternatif, mais peut-être d'autres modes de culture plus traditionnels. Figurez-vous, c'est en cours. Justement, j'ai un peu parlé ce matin, mais avec l'UNEP, on commence à se poser la question avec le département, la commission innovation, du réemploi en fait des rémanents, par exemple, dans le jardin même. Et donc là, on va certainement s'inspirer des principes de la permaculture, peut-être même de la méthode Jampin, peut-être de plein de choses. On ne sait pas encore quoi, parce qu'on n'a pas commencé notre biblio justement. Mais l'idée, si vous voulez, c'est les expérimentations et la science, ça mute tranquillement. Et ça doit être adapté à tous les corps, c'est-à-dire à toutes les tendances. Des fois, des expérimentations vont être très technologiques, parce qu'il y a cette demande de technologie aussi. D'ailleurs, ça va être en partie mon atelier de demain sur quel va être le jardin de demain. Il y a des gens qui s'attendent à avoir un jardin très technologique, et d'autres qui veulent un jardin absolument environnemental. Donc il faut savoir à peu près où situer. Nous, on appelle à projet, je vois, on a un petit peu des deux. C'est parce qu'on va traiter aussi sur, par exemple, vous parlez de permaculture, on travaille sur l'allélopathie des plantes, par exemple. La VDECO que je vous ai présentée, on ne travaille pas seulement sur la résistance de la plante à la sécheresse ou au substrat, mais on va s'intéresser à quel point elle va influencer la présence ou non d'autres adventices. Donc on essaye de travailler là-dessus, on travaille beaucoup aussi sur ce qu'on appelle la biodiversité fonctionnelle. J'espère que vous en faites un petit peu dans vos jardins, c'est-à-dire le fait de créer des biotopes spécifiques qui vont accueillir des auxiliaires, insectes, mais aussi rongeurs, mais aussi, pourquoi pas, fongiques, qui vont permettre en fait au jardin d'avoir une dynamique, sa propre dynamique. Donc je dirais qu'une expérimentation a beau paraître très scientifique au démarrage, peut-être un petit peu trop orientée, mais on peut toujours extraire dedans en fait de la donnée qui nous permet d'en faire quelque chose, un outil plus naturel ou autre. J'ai une question là-bas. Je voulais juste savoir si vous aviez des bonnes références en phytosociologie, parce que vous avez l'air de bien vous y connaître. Parce que c'est souvent très scientifique et pas assez vulgarisé, ce type de... Alors, je ne sais pas si vous m'entendez, je vais reprendre. Est-ce que j'ai des références en phytosociologie? J'aimerais bien en avoir.
Moi aussi. Non, j'en ai pas beaucoup. Je vous ai parlé de l'allélopathie. J'ai des collègues qui commencent à en avoir. C'est quelque chose d'assez complexe. C'est une problématique. Enfin, là, il vaut mieux s'approcher, je dirais, des muséums. Parce que ils travaillent énormément sur ces cortèges floraux. Mais c'est souvent, encore pour l'instant, malheureusement, de la phytosociologie au niveau naturel. Dans les jardins, on en fait encore très peu. J'ai vu les bouquins chez le maire de le poireau préfère la fraise, enfin voilà, des choses un peu d'association végétale. On a des tendances, mais tout ce que j'ai lu pour l'instant était encore peu étudié, c'est-à-dire peu expérimenté en fait. Au niveau données pures, pour les plantes de jardin, j'ai pas encore trouvé, mais ça veut pas dire que ça n'existe pas. Hein. Attention, hein, je sais pas tout, mais j'ai pas encore trouvé exactement de choses qui allaient très loin. Parce que je suis d'accord, je pense qu'on est encore balbutiant. Oui, bonjour. Ma question porte sur les listes de plantes de deux types. On a l'ornemental, l'horticole, souvent utilisé pour l'embellissement des villes, et on a de plus en plus dans les projets des écologues ou des environnementalistes qui développent des listes, et dans certains projets, c'est des listes copier-coller de bouquins qui n'ont pas forcément de réalité pratico-réelle. Et donc on est confronté on est bridé. Alors tant que c'est en milieu urbain, je pense que l'horticole a encore de beaux jours devant lui. Dans les espaces extensifs, on va dire faunistiques, où il y a des relevés très précis, où on doit rester naturel, il n'y a pas de souci. Mais jusqu'à quel point on ne va pas être bridé pour planter de l'horticole? Parce qu'à la mairie de Paris, moi j'ai des collègues paysagistes, très concrètement on leur balance une liste et ils peuvent pratiquement plus rien faire. Ah, ça c'est... Et il n'y a pas qu'à Paris. Non, il n'y a pas qu'à Paris. On travaille un petit peu justement sur ces problématiques-là de listes. On travaille, on y est confronté, nous aussi. Parce que bien souvent, ces listes-là sont établies sur des protocoles qui sont mal compris. Je vais vous parler en tant que jardinier, et puis avec mon petite expérience de paysagiste, j'ai l'impression quand même que, heureusement, les écologues ont trouvé leur place. D'accord ? On avait besoin, ils nous ont apporté beaucoup de choses. Mais on a eu tendance à se dire, ok, eux, ils ont le savoir, écologues, et on va leur faire confiance pour les plantes. Et je suis d'accord avec vous, on peut leur faire confiance pour tout ce qui est renaturation, pour tout ce qui est périurbain. Et la grande question, c'est en ville. On en est encore, je dirais, au tout début. On en est au moment où ça heurte, où il y a des frictions qui ne sont pas agréables, ni pour les uns ni pour les autres. Et il va falloir trouver un compromis. On est en train de tester là, et on n'est pas les seuls, la ville de Nantes, Rouen, Rennes commence à travailler ça aussi, de se poser la question, ok, qu'est-ce que ça fait que de mettre des plantes indigènes dans une ville? Parce qu'en fait, on nous demande de le faire, mais on ne sait pas quelle résonance ça va avoir. La grande marguerite, je ne sais pas si vous en avez planté par chez vous, mais c'est ce que j'appelle du poète-poète par excellence. On en plante un endroit et ça fait poète-poète partout. D'accord ? Et ça ne le fait pas avec les dahlias. Hein ? Donc c'est pratique, ça reste à l'endroit où on lui demande. Donc c'est toute une autre façon de travailler le végétal. On est en train vraiment de découvrir cette façon de le travailler. Je ne dis pas que c'est pas compatible. Il y a des superbes. J'adore la brisa par exemple. Elle est très graphique, elle marche bien, elle se répand pas trop, et on en trouve partout. Enfin, en tout cas dans ma région. Donc, il y a des plantes qui fonctionnent bien. Mais il va falloir qu'on apprenne justement à jongler avec ces plantes-là et sortir de ces listes, sortir du dogmatisme. Mais peut-être on est au tout début et que ce dogmatisme, on a besoin pour imposer les choses et après pouvoir un peu jongler. Je sais bien que pour les concepteurs, les entreprises de paysage et les producteurs, ça crée des tensions. Et je le vis à mon quotidien quand j'accompagne des producteurs ou quand je suis sur des projets et qu'on se rend compte que bah non, en plus ça correspond pas, c'est pas le bon bassin, je peux pas les produire, je les ai pas, j'arriverai jamais à avoir la quantité ou la qualité qui est demandée. Ou la taille. Oui, c'est ça, la force. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Mais
je ne doute pas qu'on va arriver à un fonctionnement et par le truchement justement du temps. C'est-à-dire simplement les plantes vont pousser, elles vont apporter leur lot de problèmes et leur lot de solutions. Et on va finir par trouver la bonne harmonie. Enfin, j'y crois, hein, c'est peut-être un peu bisounours de dire ça. Hein, mais on va finir par trouver une harmonie. De toute façon, c'est ça où ça avance pas. Hein. Mais je suis d'accord avec vous, c'est un dilemme qu'il va falloir aménager. Mais si je devais revenir là-dessus, à force de les utiliser, nous, en expérimentation, on se rend compte quand même que ces plantes indigènes, elles ont une belle capacité à résister au stress hydrique, à avoir une belle robustesse générale. Donc, il ne faut pas les négliger. Je dirais, c'est pas en milieu urbain, je suis d'accord avec vous, l'horticole, et moi j'ai ce que j'appelle le domestique, puisqu'en fait une plante indigène peut être horticole, à partir du moment où elle est produite par un producteur. Les plantes domestiques ont encore de beaux jours devant elles. Moi j'adore ça, et je pense qu'on est tous amoureux d'une très belle plante domestique. Il y a des variétés qui sont quand même superbes. Et il faut apprendre à les associer, en fait. Voilà. Et quand je dis apprendre, c'est qu'on ne sait pas encore. Hein. Voilà. Une dernière question ? Moi, je m'en fiche, mon temps est passé, hein, mais c'est pour vous. C'est bon ? Ah. Vous n'avez pas beaucoup parlé de sol et de perméabilité. Ah, Quand je vois les engins qui s'électrifient, qui se compacifient, je ne sais pas si ça se dit, j'ai très peur pour le compactage des sols et justement les mouvements de l'eau dans le sol. Alors ça, on a un petit peu. Alors, on n'a pas parlé de ça ce matin avec Robin. On aurait dû en parler ce matin avec Robin, hein, sur la gestion de l'eau dans les jardins. Ça va peut-être être effectivement une porte d'entrée. Moi, c'était plutôt les plantes, ma porte d'entrée aujourd'hui, donc j'aurais. Enfin, c'est le planter le sol, c'est la même chose. Oui, on va être soulevé aussi à toute cette mutation de la technologie et des machines. Mais là, s'il n'y avait que les engins. Parce que le sol, je dirais que d'abord, si on avait un sol convenable, ça serait pas mal. Mais trouver des sols de qualité de nos jours, c'est de plus en plus difficile. Alors vous me direz, si en plus il est de mauvaise qualité et en plus il est tassé, ça augmente la dose. Je reviendrai sur ce qu'on disait ce matin avec Robin. C'est Robin qui avait demandé à ce qu'on en parle. Déjà, on va rendre nos sols vivants, et puis après, on verra. Mais si on s'attelle déjà à les rendre vivants, c'est une bonne chose. Voilà. Commençons par là. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite un bon salon.